Donc oui, rapidement pour me présenter, donc Christophe Ferraille, je travaille chez Orange Business, donc dans la filiale qui s'appelle aujourd'hui Unity. Dans ces grands groupes, on change souvent de nom, hein, donc je ne peux pas vous dire combien d'années ça s'appellera Unity. Donc nous, on est côté intégration, c'est-à-dire que donc on intervient chez nos clients pour concevoir des solutions, vendre des équipements réseau, les déployer, etc. Et donc depuis un certain nombre d'années, que ce soit pour nos besoins propres ou pour répondre aux besoins clients, on a de plus en plus de demandes autour de l'automatisation. Et donc ce sujet il tombe à pic puisque c'est de plus en plus d'actualité avec tous nos clients de travailler sur leur apporter des solutions pour avoir une source de vérité afin de pouvoir aussi exploiter leurs solutions chez eux. Avec cette source de vérité et pour en profiter au jour le jour. Voilà, donc la source de vérité, donc ce qu'on voulait un peu faire comme retour d'expérience, c'est que basiquement la source de vérité, on peut dire, c'est effectivement, on en a parlé un petit peu juste avant, mais c'est grosso modo une base de données. Donc cette base de données, elle va contenir un certain nombre d'informations qui sont une intention de configuration qu'on veut mettre en place. Alors cette intention, elle va être déployée sur plusieurs choses. C'est-à-dire que, ok, on est là pour parler de source de vérité réseau, donc on va effectivement parler de tout un tas d'objets dont on a parlé tout à l'heure, d'adresses IP, etc. Mais quand on déploie du réseau, en général, il y a tout un écosystème chez le client qui a aussi une certaine interaction avec ces équipements-là et qui nécessite d'être mis à jour de manière cohérente. On en parlait tout à l'heure, il y a diverses sources de données et donc qui vont devoir être mis à jour et potentiellement aussi traités par cette source de vérité ou à travers cette source de vérité, à travers les workflows qu'on met en place qui utilisent cette source de vérité. Donc là, quelques exemples qu'on connaît, hein, on va devoir du coup modéliser des choses dans cette source de vérité qui vont nous permettre de paramétrer différents types de solutions, soit du LAN, du LAN data center, du WAN, etc., de la Sécu, etc. Mais également peut-être des outils de supervision qui supervisent ces équipements-là, des IPAM, des serveurs Radius, TACAX, etc. Donc pour nous, on considère que c'est important d'inclure dans la réflexion de la source de vérité peut-être aussi des attributs additionnels qu'ont besoin ces solutions-là et que dans les process qu'on va mettre en place à travers la source de vérité, peut-être qu'il y a aussi un certain nombre d'objets ou d'attributs qui vont être liés à ces autres solutions en complément du réseau qui sont nécessaires. Donc modéliser l'intention, c'est respecter tout un tas de règles d'architecture qui sont propres aux besoins de chaque contexte, de chaque client, puisque la beauté de notre métier côté réseau, et si on est autant à réfléchir et à se prendre la tête sur les architectures, c'est parce que en fait, il y a plein de protocoles normalisés, mais il n'y a pas une solution unique qu'on déploie chez tous les clients. Donc c'est plus ou moins sur mesure, et chacun a des besoins différents. Il y a des clients chez qui l'infrastructure évolue pas ou peu au fil du temps. Il y a des clients chez qui ça bouge énormément. Et donc, on va définir des règles d'architecture, c'est ce qu'on fait depuis toujours tous. Et ces règles d'architecture, on va vouloir se servir de cette source de vérité pour les modéliser et permettre de respecter ces règles d'architecture au fil du temps. Et aussi, à partir du moment où on utilise une source de vérité pour faire de l'exploitation, hein, pour dire ça comme ça derrière, donc faire des changes, gérer des changes, on va aussi devoir gérer tout ce qui est cycle de vie. Parce que de l'automatisation à travers ce qu'on peut appeler une source de vérité, évidemment, dans l'intégration, d'une certaine manière, notre première source de vérité, c'était Excel pour déployer des réseaux. On faisait des fichiers, on allait les consommer avec des scripts pour faciliter un déploiement. Mais faire un déploiement et exploiter un réseau avec une base de données, c'est pas la même chose. Et c'est pas tout à fait les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes contraintes. Quand on déploie, on peut tout péter, tout recréer. Sur un réseau en production, moins. En tout cas, j'ai jamais vu personne qui l'acceptait. Voilà. Donc du coup, c'est tous ces points-là qu'il va falloir prendre en compte. Et donc, ce qu'il faut prendre, les deux acteurs principaux pour la réussite de cette modélisation, ça va être l'utilisateur, enfin le client, entre guillemets, celui qui va réellement consommer cette infrastructure-là pour prendre en compte ses besoins.
Donc c'est la logique métier en fait qu'il y a derrière l'infrastructure pour laquelle on est en train de faire cette modélisation. Donc je rejoins Damien sur le besoin d'extensibilité, de personnalisation du coup de la source de vérité, puisque du coup pour chacun il y aura des spécificités, c'est sûr. Et l'architecte réseau, puisque lui il va être partie prenante et ça va être important qu'il pense son architecture en fonction des besoins métiers du client pour pouvoir modéliser de la meilleure manière pour que ce soit aussi simple, le plus simple possible à automatiser dans la source de vérité. Également, dans la source de vérité, nous on considère qu'il ne doit pas tout y avoir. Pour générer la conf d'un équipement réseau, typiquement, il y a un grand nombre d'éléments. On pourrait se dire qu'on peut tout mettre dans la source de vérité, on peut toujours tout mettre. Mais la réalité des solutions, c'est qu'en fait, en général, il y a aussi un certain nombre d'outils intermédiaires avec lesquels on va interopérer chez divers constructeurs, qui sont fournis par les constructeurs, et qui peuvent amener un certain niveau d'abstraction également. C'est-à-dire que s'il y a tout un tas de données qui vont pouvoir être calculées par un orchestrateur d'un éditeur A, est-ce que c'est vraiment la peine, pour revenir sur ce que disait Damien, de dupliquer ces données dans la source de vérité ? Pourquoi? Lesquelles? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne l'est pas? Et est-ce que finalement je ne peux pas déléguer cette tâche et qu'il y a finalement une source de vérité intermédiaire qui est gérée par cet orchestrateur de ce constructeur et qui va me gérer cette partie-là? Et finalement, moi, dans ma source de vérité qui est en amont, ces données-là, c'est peut-être pas ce qui m'intéresse. Donc nous, on considère que tout n'a pas à être mis dans la source de vérité à partir du moment où on peut bénéficier, quelque part, d'un certain nombre de choses qui sont déjà mises à disposition par des outils éditeurs qui gravitent autour. Alors du coup, quoi modéliser? Donc comme on l'a dit, ce qui est très très important, c'est dès la conception de l'architecture de prendre en compte les besoins vraiment business qu'on a à faire. Donc typiquement, comme je disais tout à l'heure, il y a des réseaux qui bougent beaucoup plus que d'autres. Alors on a tendance à avoir de plus en plus de réseaux qui bougent quand même, par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé, notamment lié à tout ce qui est contraintes de sécurité, puis à la digitalisation à outrance de tout qui a lieu. Et du coup, on va avoir cette intention business à la base. Et l'architecte réseau, lui, ce qu'il va apporter, c'est, par rapport à la solution qui va être mise en œuvre, il va pouvoir définir quels sont les attributs indispensables à mettre dans la source de vérité qui vont vivre dans le contexte, mais également, c'est lui qui va connaître le mieux les technologies qui vont être utilisées pour faire ce déploiement. Et ces technologies, elles ont toujours des spécificités d'un constructeur A, d'un constructeur B, ou parce que on fait de l'overlay, on n'en fait pas, on fait de l'overlay avec VXLAN VPN, on fait de l'overlay avec du MPLS, n'importe. Selon la technologie, il va y avoir un certain nombre d'attributs spécifiques à la technologie, et nativement, effectivement, dans la source de vérité, ces attributs ne vont pas forcément être disponibles, comme l'expliquait Damien. Il y a un parti pris avec les objets les plus courants qui sont disponibles de base, mais derrière, on va devoir l'étendre et l'amender pour que ça corresponde le mieux aux besoins. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a tout un tas d'objets qui vont être pertinents de modéliser, mais on va quand même aussi, pour arriver le plus vite possible à un résultat, éviter de tout mettre aussi. Si le cas d'usage d'un client, c'est typiquement un réseau qui ne va pas beaucoup bouger au sens nombre d'équipements, nouveaux sites, etc. Mais que par contre, pour X raisons, il va devoir déployer plein de nouveaux services réseau, en ajouter, en supprimer, etc. C'est pas la peine peut-être de se concentrer sur la modélisation qui va servir à déployer un nouvel équipement réseau, parce que finalement, ça ne va pas arriver tant que ça. Mais par contre, on va peut-être se focus sur la modélisation de services, de comment les déployer, quel est le scope de déploiement d'un service, etc. pour mettre ça à disposition de l'utilisateur métier. Ce qui est très important sur cette modélisation, c'est que évidemment, on va avoir des modèles de design finalement qui ont été définis. Et il va falloir s'assurer quand même de la conformité de ce qui est inscrit dans la base de données d'intention. Il ne faut pas qu'il y ait des dérives aussi au fil du temps entre un modèle de design qu'on déploie et qui représente un certain set de données
et que ça puisse être cassé dans le temps. Donc il va falloir aussi se poser la question de comment traiter ce cas-là. Donc l'architecture, au départ, ce qui fait qu'elle est conforme, c'est encore une fois la documentation qui est produite au départ d'un projet. C'est tous les tests qui sont réalisés pour dire ok, la résilience dans ma situation, elle va bien se passer, je l'ai testé, je sais comment ça va se comporter, les upgrades, etc. Et tout un tas de procédures qui permettent de rester conforme. Donc mettre en place tout ça, en fait, ça représente beaucoup de données à chaque fois qu'on va amender l'infrastructure pour ajouter des services, en enlever, ajouter des équipements, en enlever. Et faire ça directement dans une source de vérité, aussi beau soit le GUI au possible, c'est en fait pire peut-être que de faire une configuration à la main. Nous, ce en quoi on croit, c'est que toute modification de la source de vérité, elle doit se faire à travers un service, on va dire, de formulaire qui doit être robuste. Il doit être robuste de deux manières principalement. Robuste de par les données qu'on met dans ce formulaire, les valider, etc. Mais il doit être aussi robuste dans le sens où, quand on va modéliser sur un niveau d'abstraction assez élevé, derrière, ça représente beaucoup de données, potentiellement dans la source de vérité, mais ça représente aussi des données sur des outils tiers. Des réservations d'IP dans l'IPAM, des réservations, des modifications dans sa base de données de son ITSM, etc., dans ServiceNow, etc. Et donc, quand on fait une modification, on doit s'assurer que tout s'est bien passé jusqu'au bout, avant de la commiter, et donc être en capacité de faire un rollback global d'une modification des données de la source, si ça n'a pas pu être le cas. Donc ces formulaires, ils peuvent être directement dans la source de données, ils peuvent être à travers des jobs, etc. Ils peuvent être, encore une fois, dans un ITSM, donc typiquement un ServiceNow, via des formulaires fournis par les RITM, etc. Ou à travers des surveys Ansible, admettons, pour les fonctionner et pour les utiliser. Et après, selon la nature des changements, selon le type d'utilisateur qui va avoir accès à ce type de workflow, ça peut être plus ou moins pertinent que ce soit dans un outil ou un autre. Donc ça, c'est au cas par cas, j'ai envie de dire. Après, plus c'est power user, entre guillemets, plus ça pourrait être directement dans la source de données. Mais sinon, l'idéal, c'est quand même que ce soit sur un outil tiers, s'il a notamment les données d'entrée nécessaires à la demande du service. C'est quand même idéal que ce soit dans cet outil-là. Pour autant, le but, c'est pas de dupliquer les données. Donc, en fait, le but, c'est qu'on rentre l'essentiel. Cet essentiel, il va être transmis d'une manière ou d'une autre à la source de vérité, qui va après avoir son workflow pour aller récupérer toutes les données additionnelles dont il aurait besoin pour faire le déploiement. Donc, un petit exemple très rapide. Donc, c'est un exemple typiquement de déploiement d'un nouvel équipement sur l'infrastructure. On va avoir un utilisateur qui peut consommer une RITM dans un ServiceNow, où il va rentrer les données essentielles. Cette donnée, elle va être éventuellement soumise à approbation par d'autres personnes directement dans ServiceNow. À partir du moment où c'est approuvé, on va avoir une requête qui va être faite pour consommer un job dans la source de vérité, qui va aller de son côté récupérer tous les autres paramètres nécessaires pour traiter la demande et mettre à jour le statut de la RITM dans le ServiceNow en conséquence. Derrière, on a modélisé ce qui doit être fait. La RITM va permettre aussi de notifier, par exemple, l'équipe réseau sur site pour aller prendre un équipement au stock et le déployer dans le rack du data center, comme c'est dans ce petit exemple. Bon, après, il y a l'install physique, à un moment, il faut la faire. La personne ayant fait son installation, elle va mettre à jour la RITM pour dire « Ok, ça y est, tout est racké, câblé tel que c'était prévu. » Et derrière, par cette mise à jour, on va pouvoir pousser la configuration qui est dans l'intent de la source de vérité vers la solution de configuration de l'équipement, alors selon la marque, l'éditeur, etc., ou selon comment on a voulu faire notre workflow. Et à la fin, la RITM est clôturée avec succès, on espère.
pour ça. Donc ce que je voulais juste représenter dans ce schéma-là, c'est que la source de vérité, elle est vraiment à des endroits stratégiques, on va dire. Elle est le centre de tout le workflow. On n'arrête pas d'interagir avec elle. Mais pour autant, on voit que dans cet exemple de cas d'usage, le portail de service initial qui permet de suivre la demande, qui dans cet exemple-là est ServiceNow, est aussi omniprésent. Donc on voit que c'est un savant mélange des deux qui permet à la fin d'avoir quelque chose de robuste et qui rend le service. Et c'était donc mon dernier slide. Ces types de solutions, vous les avez peut-être implémentées donc chez un ou plusieurs clients. À quel point joue le jeu, je vais envie de dire, sur l'utilisation et la mise en place des SCP et leur utilisation et mise à jour sur l'activité en fait. Juste vous venez, vous mettez en place et ça meurt. Oui, voilà, donc la question elle est plutôt sur l'adoption chez le client de la solution. Donc aujourd'hui, il y a deux types de clients, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui ont décidé de le faire. Donc c'est dès le départ inclus dans l'appel d'offres, etc. Donc ils sont déjà sur une trajectoire de mettre en place ce type de solution. Donc forcément, l'adoption, elle y est nativement. Par contre, c'est vraiment un gros travail en commun, avec beaucoup de workshops, notamment parce que, encore une fois, c'est les personnes chez le client qui vont consommer ces workflows. Donc évidemment, là, on touche vraiment à l'expérience utilisateur. Donc il y a besoin de beaucoup d'interactions avec le client pour être sûr que ce qu'on fait correspond exactement à ce qu'on veut. Parce qu'on sait tous que sinon, il n'y a pas d'adoption effectivement derrière. Pour ceux qui n'ont pas cette démarche-là et où on suggère sur un projet de mettre en place ce type de solution, en général, on y va plus doucement. D'une part parce que tout ça, c'est quand même du temps, donc c'est un budget. Donc déjà, le budget, il n'y est peut-être pas dans le projet en question. Donc en général, ces clients-là qui sont peut-être moins au fait de ces choses-là, on y va progressivement sur des use cases simples, où ils n'ont pas évidemment toute la palette, et on va essayer de les faire pareil, simples mais efficaces. Et derrière, effectivement, en général, il y a une adoption sur ces use cases-là, et forcément, il va vouloir en avoir plus aussi, puisque c'est aussi pour ça qu'il y a ces sujets-là et qui sont de plus en plus d'actualité. Moi, je suis assez convaincu qu'il n'y aura plus que ça dans quelques temps. Donc voilà, sur ceux qui n'ont pas cette démarche encore ancrée et que c'est peut-être même pas une demande au départ sur une consultation, on fait un minima pour juste enclencher la chose. Il y a des fois, c'est pas demandé, ils veulent pas le faire. Et quand ils voient ce qu'on fait de manière automatisée en build, sur des outils plutôt internes qu'on a pour nous, donc ils n'ont pas la même robustesse, les mêmes contraintes, etc., ils ont aussi envie de dire « Ok, j'aimerais bien avoir ça chez moi, donc comment on fait ?» Voilà. Donc c'est une éducation, ça dépend de la maturité de chacun. Je pense qu'il y a un truc intéressant, c'est d'arriver à identifier le labeur dans la définition de Google, SRE, les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, non critiques, générer de la conf pour des switches d'accès en masse ou des choses comme ça. C'est clairement des choses où ça prend du temps. C'est des sujets à erreur et pourtant il n'y a pas d'impact en production. Enfin, on a le temps de les relire derrière, des choses comme ça. On n'est pas en train de pousser de la conf sur des data centers. Et c'est vrai que ça permet de gagner du temps aux équipes et aussi de pouvoir peut-être libérer du temps pour faire de l'adoption, s'intéresser plus en détail à ces sujets de modélisation qui nécessitent quand même de s'impliquer. Oui, tout à fait, parce que dans la modélisation, comme on disait, il y a aussi tout un tas d'objets qui vont aider à modéliser pour la logique métier, qui n'ont rien à voir avec une conf qu'on génère. Donc cette panoplie d'outils, d'outils d'objets dans la source de vérité, après à maintenir, c'est là qu'il y a de la compliance aussi à faire. Voilà, merci à tous. Merci.